16h sur BFM TV, à la une, la disparition de 3 jeunes alpinistes français au Népal dans une avalanche dans la région de l'Everest. Ils font partie de l'élite de l'alpinisme français. Des secours sont dépêchés sur place. Menaces de décapitation, de viol à l'encontre de policiers contre plusieurs centaines de milliers d'euros. Pour Gérald Darmanin, de telles provocations ne peuvent rester impunies. Le ministre de l'Intérieur était à Savigny-le-Temple en région parisienne où ces inscriptions ont été découvertes dans un hall d'immeuble. Notre invité dans un instant, Christophe Gonzalez du syndicat Alliance Police. Un rendez-vous les yeux dans les yeux, mais pas encore de réconciliation. Emmanuel Macron et Boris Johnson se sont vus pour tenter de régler leurs différends sur la pêche. La France appelle à la désescalade, mais le Royaume-Uni tient bon. Et puis, dernier week-end pour profiter des terrasses éphémères qui ont fleuri un peu partout en France depuis la crise sanitaire. Dès demain, les restaurateurs qui en ont bénéficié devront les démonter sous peine d'amende, parfois pour le plus grand bonheur des riverains. Il est là, cool. Trois alpinistes français sont donc portés disparus au Népal après une avalanche dans la région de l'Everest. Ils font partie d'un groupe d'élite parti à l'ascension de plusieurs sommets à plus de 5000 mètres d'altitude. Bonjour Nicolas Reynaud, merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. Vous présidez la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Tout d'abord, quel est le bilan à l'heure actuelle? On sait qu'il y a ces 3 Français qui sont portés disparus. Ils font peut-être partie d'un groupe plus large. Oui, bonjour. Nous sommes effectivement en gestion de crise depuis cette nuit, puisque nous avons appris la disparition de 3 de nos 8 alpinistes partis fin septembre pour gravir des sommets vierges, d'ailleurs, soit par les itinéraires vierges, soit des sommets vierges dans l'Himalaya. Les 5 autres membres du groupe qui n'étaient pas sur la même zone ne sont pas concernés par cet accident. Ouais, à ce jour, le bilan, c'est effectivement 3 disparus. Vous avez vous-même affrété un hélicoptère. Est-ce que les secouristes ont pu accéder à la zone ? Alors, on a d'abord affrété un hélicoptère n'ayant plus de nouvelles d'eux depuis plusieurs jours, alors qu'ils étaient partis pour une durée de 4 jours. On a affrété un hélicoptère pour faire les reconnaissances nécessaires, reconnaissances qui ne s'avèrent pas positives pour eux, pour nous. Bien sûr, nous avons déclenché les secours via des opérations qui ne sont pas des opérations de simple reconnaissance pour le coup, qui sont des opérations de secours d'envergure. Vous imaginez, c'est pas aussi simple que dans les Alpes ou qu'en Europe pour aller chercher des gens disparus. Surtout, donc on suspecte la disparition suite à une avalanche dans une face assez raide. Donc les opérations sont en cours. Je peux pas vous donner de nouvelles pour l'instant. En plus, on est en fin de journée au Népal. On aura plus de nouvelles à ce sujet demain. À quand remonte le dernier contact avec ces 3 hommes disparus ? En début de semaine dernière, quand ils sont partis pour cette ascension, c'est des gens qui sont très très bien expérimentés, dont 2 professionnels de la montagne ou en cours de formation à l'École nationale de ski et d'alpinisme. Donc les contacts étaient plutôt bons. Après, ils sont partis pour leur ascension, qui est une ascension d'envergure. Et c'est n'ayant pas de nouvelles qu'on a décidé d'affréter un premier hélicoptère pour aller faire des reconnaissances. Des alpinistes, très expérimentés. Ils font même partie d'un groupe issu de l'élite française, c'est ça ? Oui, c'est un groupe de la Fédération française des clubs alpins et de montagne, qui s'appelle le groupe Excellence Alpinisme National. C'est ce genre de groupe, si vous voulez, qui permettent aux différents alpinistes de haut niveau de notre pays d'aller explorer encore des ascensions inédites sur l'ensemble de la planète. Et c'est un groupe qui a une durée de vie de 2 à 3 ans. Alors là, c'est vrai qu'on a prolongé un petit peu l'existence du groupe, puisqu'ils n'avaient pas pu réaliser leur expédition du fait des années Covid. Ils ont, pendant ces 2 années, tout un tas de formations pour atteindre le niveau nécessaire. C'est des gens qui sont encadrés et très expérimentés, à la fois sur la question technique, aussi sur la question de repérage, de préparation, et puis sur l'engagement nécessaire pour aller faire des ascensions de ce niveau-là, et aussi sur la prise de décision. Vous savez que c'est souvent un élément très très important en montagne. Il y a non seulement les paramètres techniques, mais il y a aussi les paramètres du choix, de la décision. Nicolas Reynaud, très brièvement, justement, vous expliquez que ce sont des hommes très aguerris. Est-ce que ça veut dire que c'est la situation météorologique qui a surpris? On sait qu'ils devaient monter plusieurs sommets à plus de 5000 mètres. Est-ce que cette avalanche n'était pas prévisible?
Ça fait partie, j'ai pas encore les circonstances exactes, hein. Bien sûr, quand on aura eu toutes les informations, on pourra communiquer sur ce qui s'est passé réellement. Puis en plus, l'heure là, elle est plutôt à la solidarité et à la cohésion du milieu de la montagne et de l'alpinisme, et puis de toutes les relations avec leurs proches, évidemment, et tout le côté humain qu'il faut gérer, c'est un côté important, avant de savoir exactement ce qui s'est passé. Vous savez, à ce niveau-là, déjà même quand on fait de l'alpinisme chez nous dans les Alpes, hein, il existe toujours une part d'aléa. Ouais. Que l'on ne peut pas maîtriser malheureusement, et même quand on se rend compte que peut-être les conditions sont pas aussi bonnes que celles qu'on avait espérées, il est parfois trop tard. Je ne sais pas si Merci à vous. Si c'est ce qui s'est passé là, mais en tout cas voilà, on donnera toutes les informations quand on les aura. Merci beaucoup Nicolas Reynaud d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Est-ce une énième provocation ou une menace réelle? Ce sont des inscriptions extrêmement choquantes qui ont été découvertes dans le hall d'un immeuble sur un point de deal à Savigny-le-Temple. La tête des policiers y est littéralement mise à prix. On y promet des primes à ceux qui attaqueront les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place. Les images et les précisions avec Emmanuel Binet, Lisa Adef, Alizé Boissin. Sur les murs de ce hall d'immeuble, les tarifs des dealers et des insultes visant les forces de l'ordre, fraîchement recouverts par de la peinture. La veille, une liste proposait de l'argent contre des sévices à l'encontre des policiers. Couper la tête d'un policier, 500 000 €. Violer une policière, 500 000 €. Jean-Baptiste fait partie de la patrouille qui a découvert les graffitis lors d'une intervention. On s'aperçoit qu'il y a un potentiel vendeur de produits au niveau d'un hall d'immeuble qu'on connaît bien. On descend pour essayer de voir si on peut contrôler l'individu ou même l'interpeller. Et en fait, quand on arrive dans le hall, on tombe sur cette trentaine de tags anti-police. Des inscriptions réalisées dans un contexte de lutte contre le trafic de stupéfiants. Inacceptable pour la maire de Savigny-le-Temple qui annonce des mesures et réclame plus de moyens. Il y aura une rénovation des cages d'escalier là avant la fin de l'année, hein, c'est programmé. Et ce que je voudrais souligner aussi, c'est le besoin de forces de police et de policiers dans l'ensemble de nos villes. Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place pour afficher sa fermeté. Il ne peut pas y avoir de provocation comme celle-ci qui reste impunie. Et donc je peux vous dire que la police judiciaire est saisie par le parquet de cette affaire afin que nous retrouvions les responsables et de pouvoir poursuivre ces personnes qui menacent les policiers. Le 12 octobre, c'est à Vigneux-sur-Seine, en Essonne, que des policiers avaient découvert des tags avec des noms et prénoms d'agents accompagnés de menaces de mort. Bonjour Christophe Gonzalez, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. Vous êtes le secrétaire adjoint du syndicat Alliance Police Nationale en Seine-et-Marne. Tout d'abord, comment est-ce que vous réagissez à ces inscriptions? Est-ce que pour vous, ce sont des menaces à prendre très sérieusement? Alors oui, merci de me recevoir. Je dirais même, on parlait de provocation, on a vraiment dépassé les provocations depuis un stade sur le territoire national, en Seine-et-Marne notamment. Et là, on est réellement sur des menaces avérées, clairement. Des primes offertes contre toutes sortes de sévices contre les policiers. Ça se passe donc à Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne. On est dans quel type de quartier, de commune? Est-ce qu'il y a un contexte, des précédents? Alors, sur le contexte, c'est une zone de sécurité prioritaire. Hein. On est à quelques encablures du commissariat de Savigny-le-Temple, donc il faut quand même le préciser. Au bout de la rue, c'est le commissariat. Et comme on l'a dit, il s'agit d'un quartier connu pour du trafic de stupéfiants, des points de vue où nos collègues au quotidien vont contrôler, vont interpeller des jeunes sur place. Oui. Est-ce que vous voyez dans ces faits, dans ces inscriptions, une sorte de surenchère à l'encontre des forces de l'ordre dans cette commune ? Alors, sur cette commune, comme partout ailleurs en France, hein, et notamment sur la Seine-et-Marne, on le voit, on le dénonce, on le déplore. Alors, on entend souvent des manques de moyens, que ce soit la police municipale, les forces de l'ordre en général et la police nationale. Ce qui est vrai, ce qui est criant sur notre département, un réel manque d'effectifs, de considération et de moyens. On a perdu plus de 200 fonctionnaires en 2 ans sur le département, donc je ne vous cache pas que c'est très compliqué pour avoir des policiers au quotidien sur la voie publique. Maintenant, il y a aussi un autre phénomène qu'on déplore et qu'on dénonce. Il y a quelques années, on se faisait insulter, on ramenait, on interpellait et ils étaient jugés. Aujourd'hui, la justice comme la police ne fait plus peur, mais la justice ne se donne pas les moyens d'apporter une réponse pénale ferme et forte envers ces criminels, tout simplement.
Et ça devient de plus en plus fréquent. Il y a eu d'autres cas récemment de tags dans des halls d'immeubles. On en avait retrouvé dans un quartier dans l'Essonne. Quelles peuvent être les suites à ces inscriptions? Est-ce qu'il peut y avoir une enquête, des condamnations? En théorie, le code pénal le dispose, bien entendu, au-delà des occupations de halls d'immeubles avec les amendes forfaitaires qu'on devrait connaître aussi. Il y a matière à interpeller, il y a matière à poursuivre, mais comme je vous l'ai dit aussi, la problématique, c'est la justice, c'est le fait que la justice n'est pas assez ferme contre ces délinquants. Merci Christophe Gonzalez d'avoir répondu à nos questions cet après-midi sur BFM TV. On en vient à présent à ce bras de fer qui oppose la France et le Royaume-Uni sur la question de la pêche et à ce tête-à-tête ce matin entre Emmanuel Macron et Boris Johnson. C'était à Rome, en marge du G20. Bonjour Anne-Sora Dubois. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de BFM TV. On sait finalement peu de choses sur cet entretien parce que ça a été un vrai tête-à-tête, huis clos total, sans conseiller, sans traducteur. Et à la fin, chacun a donné sa version. On n'a pas le sentiment qu'ils ont chacun compris la même chose. Oui, d'ailleurs, peut-être qu'il aurait fallu effectivement qu'il y ait une tierce personne au cours de cet entretien pour savoir réellement ce qui s'est dit, en tout cas comment interpréter ce que les deux chefs d'État se sont dit, effectivement. Ni image, ni déclaration commune à l'issue de cet entretien. La seule chose que l'on sait, c'est que l'Élysée a dit on engage le chemin de la désescalade. Et à l'issue, effectivement, d'abord un premier communiqué de l'Élysée qui dit que le président de la République a rencontré Boris Johnson, qu'il a bien été question, évidemment, du sujet brûlant de la paix, que le président a rappelé la nécessaire, je cite, le nécessaire respect des engagements pris conjointement par le Royaume-Uni et l'Union européenne dans le cadre des accords du Brexit. Et toujours ce mot de désescalade, donc répété par l'Élysée. Sauf qu'à l'issue, on a reçu aussi un communiqué d'une 10 Downing Street, qui est la résidence du Premier ministre britannique, qui n'est pas du tout sur la même tonalité, en tout cas tonalité légèrement différente, et en diplomatie ça fait beaucoup une tonalité légèrement différente. Ce communiqué, il dit que Boris Johnson a exprimé auprès du président français sa préoccupation après les propos tenus par le gouvernement français, notamment ceux qui ont été tenus par le Premier ministre, qui auraient sous-entendu que le Royaume-Uni, tout ça c'est la citation de ce commentaire traduit en français, le Royaume-Uni donc devrait être puni pour avoir quitté l'Europe. Boris Johnson espère que la France changera de ton en substance et retirera ses menaces de représailles. En clair, on veut bien une désescalade, mais le prérequis de base, c'est d'abord que la France retire ses menaces de rétorsion. On vous rappelle quand même qu'elles doivent rentrer en application à partir de mardi. Donc les contrôles des bateaux, les contrôles aussi des camions frigorifiques. Bref, on va harceler en quelque sorte juridiquement les licences de tous les bateaux anglais pour savoir s'ils sont bien en règle. L'Élysée commente ce communiqué du 10 Downing Street avec des mots qui, là encore, diplomatiquement peuvent paraître assez légers, mais qui en réalité sont assez forts, en disant que ça souligne de toute évidence des différences d'état d'esprit. Nous faisons, dit l'Élysée, une lecture engageante et volontaire de l'entretien, sous-entendu les Anglais non, car nous sommes attachés au respect des engagements pris et à la relation franco-britannique. En clair, le bras de fer continue. Merci Anne-Sora Dubois. Et pour l'instant, on vous rappelle que ni l'un ni l'autre ne s'était donc exprimé à l'issue de cet entretien. Emmanuel Macron qui va tout de même prendre la parole vers 17h, conférence de presse que vous pourrez suivre en direct sur BFM TV. Le G20 qui se termine ce soir sur un accord. Après une nuit de négociations, les dirigeants des pays les plus riches, qui sont aussi les plus pollueurs, se sont entendus sur l'objectif de limiter à 1,5 degré le réchauffement. Engagement qui va plus loin que l'accord de Paris. Un message très important envoyé alors que la conférence sur le climat, la COP26, s'ouvrait à Glasgow, en Écosse. De nombreux chefs d'État y seront demain et les militants écologistes veulent maintenir la pression. Des manifestations sont prévues, en présence notamment de Greta Thunberg. Emmanuel Binet. Slogan, tambour et chant, un appel aux dirigeants du monde entier à agir en faveur du climat. C'est l'objectif de ces milliers de militants rassemblés à Glasgow. Parmi eux, Marlene, 61 ans, a fait le déplacement spécialement de Belgique. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, c'est maintenant qu'ils doivent agir. Ils doivent juste faire preuve de courage, comme on dit en Belgique, pour agir et prendre les décisions. Au terme de ce sommet en Écosse, chaque pays devra définir de nouveaux objectifs pour atteindre la neutralité carbone en 2050, insuffisant pour les collectifs qui multiplient les mises en scène. Ici, à côté d'un bateau de pêche, au milieu des déchets, une sirène piégée dans un filet explique son combat pour la sauvegarde des océans. Nous appelons à la fin du chalutage de fond à l'échelle mondiale. Il libère plus de carbone des fonds marins que l'aviation et il n'est pas du tout comptabilisé. Donc nous appelons à y mettre fin et nous voulons que la COP26 fasse des océans une priorité.
Pendant 10 jours, durée du sommet, les manifestations se succéderont. Des manifestations auxquelles la militante suédoise Greta Thunberg prendra part, alors que son intervention devant les 120 dirigeants reste incertaine. Des pays comme la Russie ou la Chine, pourtant gros émetteurs de gaz à effet de serre, font partie des grands absents de cette conférence. Elles se sont inscrites dans le paysage depuis le premier déconfinement. Elles ont aussi été un vrai coup de pouce accordé aux bars et aux restaurants. Ça y est, les terrasses éphémères vont disparaître. La date limite, c'est aujourd'hui. Oui, c'est donc l'heure de démonter les bricolages, les palettes de bois qui parfois délimitaient ces terrasses sur le trottoir. Nargis Hadji, vous êtes dans le 10e arrondissement de Paris pour BFM TV avec un restaurateur bien obligé de s'y plier. Oui, exactement. Mais avant de les démonter, ces terrasses éphémères, eh bien, ici, on a décidé d'en profiter une dernière fois. On a sorti une dernière fois les chaises, on a ouvert les parasols pour nous abriter de la pluie. L'idée est de permettre aux Parisiennes, aux Parisiens de boire un dernier verre, un dernier café ou encore de commander une dernière pizza. Puisqu'on le rappelle, c'est le jour J, il va falloir donc la démonter, cette terrasse. Je suis avec Imad. Imad, alors c'est le jour J, pendant combien de temps ? C'est dans pas longtemps en vrai. À peu près vers 18h, on va commencer à retirer cette terrasse pour pouvoir la stocker dans un local, concrètement, payer au mois pour pouvoir la récupérer, on espère, l'année prochaine, au 1er avril. Et d'ici là, ça va nous manquer un petit peu quand même, parce que ça a créé une vie de quartier, des rencontres différentes, un travail différent. Et aujourd'hui, concrètement, après avoir ouvert 2 semaines avant le confinement, le premier, je ne sais pas comment va se dégoupiller cette histoire en termes de travail, en termes de fonctionnement. Et voilà quoi. Ouais, c'est un petit peu le flou. Alors, ces palettes, il va falloir les stocker. Où est-ce que vous allez les stocker ? Combien ça va vous coûter ? Alors, je vais les stocker dans un local en banlieue. Ça va me coûter à peu près 150 € au mois pour pouvoir la garder et pas perdre le bois que j'ai acheté pour cette terrasse qui a été à la demande à peu près de la mairie, où il y avait des normes à respecter. Du coup, pour pouvoir récupérer ce bois, je dois le stocker. Et surtout que vous, c'est une grosse perte de chiffre d'affaires. Cette terrasse, elle représente une grosse partie de votre chiffre d'affaires. Expliquez-nous. Complètement, oui. Concrètement, comme on a ouvert 2 semaines avant le confinement, elle nous a été très bénéfique, cette terrasse, parce que ça nous a rattrapé sur pas mal de dépenses qu'on a fait. Aujourd'hui, la retirer, c'est plus de 50% de mon chiffre d'affaires. Donc je pense que ça va me mettre un petit coup par rapport à l'achat. Merci beaucoup, Madi. Donc dans 6 heures à peu près, ces places-là vont être pour les automobilistes. Elles vont redonner cette terrasse va donc disparaître et les automobilistes vont pouvoir revenir se garer ici. Et justement, si demain les restaurateurs ne respectent pas cette consigne, ils s'exposent à une amende dans un premier temps. Et ensuite, la ville de Paris a fait savoir qu'elle s'occuperait elle-même du démontage et le facturerait à l'établissement. Bon, vu la météo, on va se dire qu'elles ne vont pas trop nous manquer, ces terrasses. Retour donc le 1er avril. Merci à vous, Nargis Hadji, avec Corentin Préat. On en vient à présent aux États-Unis et à cette déclaration. Alec Baldwin, qui a pris la parole pour la première fois depuis le terrible accident du tournage de Rush, tire parti d'une arme qui n'était pas censée être chargée et qui a coûté la vie de la directrice de la photographie sur ce western. L'acteur très affecté s'est confié à des journalistes américains. C'était mon ami. Le jour où je suis arrivé sur le tournage, je l'ai emmené au restaurant. On était ensemble avec Joe, le réalisateur. On était une équipe de tournage qui s'entendait très bien jusqu'à cet événement horrible. Des accidents horribles, des incidents, ça survient sur les tournages. Mais de cette nature, jamais. Il y avait une chance sur 1 milliard pour que ça survienne. Pauline Simonet, on vous retrouve depuis Washington. Le tournage de ce film, de ce western, Rust, ne reprendra pas. Et Alec Baldwin s'engage, il appelle à ne plus utiliser d'armes réelles sur les plateaux de tournage. Oui, effectivement, et Alec Baldwin qui s'exprime de manière tendue dans cette interview qui n'était pas du tout préparée. Il a été arrêté par des journalistes sur le bord de la route dans le Vermont alors qu'il était en vacances avec sa famille. Et donc il répond finalement à ces questions, parfois agacé, parfois en colère et parfois abattu. Et il reconnaît effectivement qu'il aurait beaucoup de mal à tourner à nouveau avec une arme à feu. Et il dit qu'il soutient ce mouvement qui est né sur Internet. Il y a une pétition qui circule dans le monde du cinéma pour arrêter d'utiliser de vraies armes
armes sur les tournages. Et donc Alec Baldwin dit qu'il suit de très près ce mouvement et qu'il le soutient, qu'il faudrait en tous les cas des règles encore plus strictes. Et il affirme effectivement par ailleurs que le tournage de ce western ne reprendrait jamais. Pendant ce temps, l'enquête, elle continue. Il faut rappeler que la procureure a dit qu'il y avait possiblement des poursuites pénales qui pourraient être engagées, notamment contre Alec Baldwin, c'est lui qui a pressé sur la détente, mais aussi contre la chef armurière ou encore contre l'assistant réalisateur, celui qui a tendu le revolver à Alec Baldwin en lui disant qu'il n'était pas chargé. Donc voilà, l'enquête continue et elle risque d'être encore longue. Merci pour ces précisions, Pauline Simonet, en direct de Washington pour BFM TV. Allez, notez bien cette date dans le calendrier. Nous sommes le 31 octobre ce soir et vous risquez d'avoir cette visite annuelle de ces petits fantômes tout gentils, tout mignons qui, j'espère, ne vous dévaliseront pas votre stock de bonbons. C'est Halloween ce soir. Eh oui, ça y est, l'année dernière, on va s'en souvenir, le contexte ne s'y prêtait pas vraiment. On était reconfinés. Mauvais souvenir passé. Cette fois, la fête est bien de retour. Jordan Ray, Hortense Gérard, Morgane Dumont et Simon Barraud. Pour fêter Halloween comme il se doit, Vincent a trouvé son costume, mais Maël hésite encore. Alors je prévois de me mettre en Joker, moi. Je pense que ça peut être une bonne idée. Et moi, je sais pas trop encore. Je pense que je vais prendre des lentilles et je vais pas faire un truc de fou. C'est juste histoire d'un peu marquer le coup, quoi. Cette boutique située dans le centre de Rennes est débordée. Après 2 ans de pandémie, petits et grands sont venus dévaliser les rayons. Et selon Karine Dubois, la directrice du magasin, la grande tendance cette année, c'est... Squid Game, masque, combinaison, suite, bien sûr, à la sortie Netflix, un peu de Casa de Papel aussi. Et puis après, le traditionnel, on va voir le Joker, Harley Quinn. Le grand retour d'Halloween après le Covid s'organise également dans ce restaurant parisien. Mais d'exception, cocktail couleur citrouille, décoration... Même les serveurs sont maquillés. Le restaurant affiche complet, ce qui ravit William Goua, le directeur. C'est vraiment le début de la soirée, de la saison festive jusqu'au Nouvel An. Reprendre comme ça l'activité, c'est quelque chose de très très positif pour nous, pour les équipes et pour retrouver la clientèle aussi qui nous a manqué. Ce midi, le restaurant organise un brunch spécial Halloween avant la grande fête de ce soir. 16h20, restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous revenons sur la rencontre entre Emmanuel Macron et Boris Johnson en marge du G20 à Rome sur la pêche. Ça ressemble à un dialogue de sourds et on n'en est pas encore à la réconciliation. A tout de suite.